qu'on a intitulé « Construire de nouvelles alliances pour avoir de l'impact, oser un autre dialogue partie prenante ». On a juste un petit souci de retour écran, donc vous allez peut-être voir nos invités qui ont le cou tordu, mais voilà, on ne voit pas ce qu'on projette. Donc, Olivier Classio, des Enjeux et des Hommes, qui est devant moi, et moi-même, Diane Vandal, du cabinet Transition, allons animer l'atelier cet après-midi. Donc, nos deux structures ont tout récemment rejoint la division Conseil et Formation d'EcoCert, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises et les organisations dans la transition de leur modèle vers plus de soutenabilité et de résilience. On vous propose un déroulé en 3 étapes. Donc d'abord, Olivier reviendra sur le contexte et les évolutions du dialogue parties prenantes. Ensuite, nous avons 3 témoins qui reviendront sur des expériences que nous avons accompagnées, donc le cabinet des Enjeux et des Hommes et le cabinet Transition. Et nous terminerons par un échange sur les clés de succès que nous avons identifiées, Olivier et moi, à travers nos expériences, voilà, pour avoir des dialogues qui ont de l'impact. Je me suis trompée. Je vais vous présenter rapidement donc, nos 3 témoins. On va commencer avec Dominique Lucas du groupe Renault, qui reviendra sur le dialogue corporate qui a été accompagné par des Enjeux et des Hommes. Et Pauline Lavoisie, donc, de l'association Noé, et Mathilde Rupin du groupe Agro-Mousquetaire, à travers un exemple de dialogue partie prenante externe que Transition a accompagné. Je laisse la parole tout de suite à Olivier. Merci beaucoup, Diane. Merci d'être là. On est là pour partager des expériences. On est aussi là pour se dire que le dialogue partie prenante, on en parle depuis longtemps, on le pratique souvent depuis longtemps. Ce qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui, c'est comment aller plus loin. On a besoin de passer de la transition à la transformation. On a besoin d'avoir de l'impact. En quoi le dialogue partie prenante peut nous aider à faire ça, peut-être mieux, peut-être plus profondément, peut-être plus rapidement, et en tout cas de manière plus engageante. Et donc, dans les 2 exemples qu'on va partager avec vous, il y en a un, et Diane l'a expliqué, sur la dimension corporate. Comment est-ce que je peux engager les dirigeants de mon organisation, de mon entreprise, et en quoi le dialogue peut me permettre de mieux réussir ça. Et puis, il y aura l'autre exemple qui est sur le lien entre une entreprise privée et la société civile, qui sera illustré tout à l'heure. Petit rappel du monde dans lequel on est en 2023, je visionnais hier soir, en préparation mentale de cette conférence, une conférence d'Arthur Keller qui vient d'être faite à HEC. Alors, premièrement, on pourrait se dire que les défis auxquels on fait face n'ont pas été résolus dans nos premières approches des 10 dernières années. Ça ne veut pas dire que si on n'en est pas là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à tout ce qu'on a fait, mais force est de constater que le virage n'a pas été complètement pris dans tout ce qu'on a fait, notamment dans les années 2010. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est certes d'améliorer les pratiques, mais pas que. C'est d'aller jusqu'à la remise en question des modèles économiques, des chaînes de valeur dans lesquelles on intervient. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de plus complexe à mettre en œuvre. On n'est non pas dans l'urgence d'une transition, d'une amélioration incrémentale, on est dans quelque chose qui doit se transformer profondément. Et vous allez voir que dans les exemples qu'on va prendre, on est vraiment dans des organisations dans lesquelles on se pose des questions significatives sur la manière de faire. Et cette transformation, on se rend compte qu'elle doit être accompagnée, alors au niveau des collaborateurs, mais aussi au niveau des équipes métiers et des dirigeants. Et puis, la coopération, on se rend compte qu'elle soit avec des pairs, avec d'autres acteurs de mon secteur, ou avec des acteurs avec lesquels je n'ai pas l'habitude de travailler. Peut-être la société civile fait-elle encore partie en 2023 de ces gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Eh bien, si on arrive à la mettre en place d'une manière nouvelle et efficace, on peut aller vers de l'innovation, on peut aller vers de nouvelles manières de répondre aux enjeux, et donc peut-être une capacité à avoir plus d'impact que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tout ça dans un contexte où, vous le connaissez, pardon,
le donut nous montre qu'on est dans une double pression, à la fois environnementale et sociale, et que donc notre capacité de réaction va aller en s'amoindrissant si on n'est pas capable de mettre en place des changements significatifs. Alors en quoi le dialogue peut nous aider à ça? On a mené une étude qui a été pilotée par Des Enjeux des Hommes avec le Comité 21. Et de cette étude ressort un certain nombre d'enseignements. Premièrement, si on regarde le marché français, on a une prise de conscience récente de la pertinence de cet exercice pour anticiper des crises ou pour capter des futures tendances, pour entendre des signaux avant qu'ils ne soient forts. On a une pratique de dialogue, mais c'est plutôt une pratique de consultation qui va être plutôt ponctuelle. On va aller consulter les parties prenantes et puis ensuite on va avoir peu de liens avec elles. Principalement au niveau local. On va voir le niveau international tout à l'heure. Les sujets vont plutôt être des sujets qui sont proposés, voire imposés par l'entreprise. Elle aimerait avoir du feedback sur sa démarche, un certain nombre de thématiques sur lesquelles elle est en réflexion. Par contre, on voit qu'on a aussi une montée en puissance de comités, qu'ils soient comités de parties prenantes ou comités de la raison d'être, qui sont des structures pérennes. C'est en train de se développer et donc on est capable d'avoir une relation qui s'étend. Et on va le voir dans les exemples concrets qu'on aura tout à l'heure. Cette relation dans la durée, elle a aussi des bénéfices. Et puis, le constat qu'on fait aujourd'hui en tout cas, c'est que quand ce dialogue se termine, parfois, il peut donner lieu à du reporting. On a des matrices de matérialité, on va publier, etc. Mais que finalement, on ne fait peut-être pas suffisamment usage de cette information pour prendre des décisions, pour faire de ce dialogue finalement un outil d'arbitrage, de priorisation et de choix. Au niveau international, c'est assez similaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent pratiquer le dialogue parties prenantes depuis longtemps. Mais là encore, on est plutôt dans des consultations ponctuelles. Ces fameuses analyses de matérialité sont des exercices dans lesquels on va des parties prenantes vers l'entreprise et on essaye d'obtenir de l'information utile pour l'entreprise. Pourtant, on voit aussi des évolutions. Premièrement, le passage d'un questionnement générique à des questionnements qui vont être de plus en plus précis. Parce qu'on a besoin de creuser, on a besoin de choisir les parties prenantes avec lesquelles on va dialoguer. Et on va essayer d'aller peut-être identifier des sujets sensibles, des sujets sur lesquels il y a de l'enjeu réputationnel, économique, voire financier. L'autre chose qui est en train de changer avec la CSRD, c'est qu'on passe du quoi au comment. Il est moins utile de choisir les priorités dans une liste de 50 que de savoir comment nous allons répondre de manière innovante à ces priorités. Et donc ce que les ESRS nous apportent, c'est un certain nombre de figures qui vont être imposées demain. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'on doit répondre au climat ou pas, c'est comment est-ce qu'on y répond de manière plus efficace. En revanche, on voit encore des choses qui ont besoin d'évoluer. Par exemple, peu de préparation des équipes internes au dialogue. Or, le dialogue partie prenante, c'est un exercice qui n'est pas classique. C'est pas du commercial, c'est pas du marketing, c'est pas de la négociation. C'est un exercice nouveau auquel souvent les managers et les dirigeants ne sont pas bien préparés. Et puis, il y a des questions qui se posent dans les entreprises qui sont les plus avancées au niveau international sur ces exercices de dialogue. C'est comment je pourrais trouver la juste manière d'intégrer les parties prenantes dans ma gouvernance. Quelle place leur donner qui soit la juste place? Et donc on commence à se questionner là-dessus sans forcément avoir toutes les réponses aujourd'hui. En tout cas, ces exercices de dialogue peuvent souvent impliquer très peu les dirigeants. Et donc on va voir là maintenant comment est-ce qu'on pourrait trouver des formes de dialogue qui soient beaucoup plus impliquantes pour les dirigeants et qui aident les dirigeants à faire face à ces grands enjeux de transition actuels. Alors, on va démarrer par un premier exemple et je vais proposer à Dominique de me rejoindre à l'avant de la scène. Donc, j'avais un petit papier qui est là. Oui. Donc, Dominique, on a parlé tout à l'heure de transformation. Alors, peut-être que tu peux nous dire un petit mot déjà sur ce que tu pilotes, ce que tu encadres chez Renault en quelques mots, et puis ensuite on va évoquer ce retour d'expérience de Renault qu'on a pu vivre ensemble. Bonjour à tous.
Alors moi, je suis plutôt dans les back-office. Je prépare, je ne suis pas sur la scène, donc je vais essayer de faire au mieux. Je suis un peu fébrile. Je m'occupe notamment du dialogue partie prenante et toujours en back-office. Comme tu disais, ce n'est pas de la com, ce n'est pas du marketing. Donc on est toujours derrière, on essaye de résoudre et de préparer. Et je m'occupe notamment aussi du dialogue partie prenante dirigeant au niveau du board de Renault. Alors, comme tout le monde ne connaît peut-être pas ce que vit le secteur automobile mondial aujourd'hui, même si j'imagine qu'on a quand même certaines intuitions, on parle de transformation. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur le contexte dans lequel Renault et ses confrères se trouvent aujourd'hui? Oui, là, nous, on a double effet en transformation. On a la transformation du secteur automobile et on a aussi la transformation de notre entreprise Renault. Sur le secteur automobile, je pense que je ne vous apprends rien. On a des directives européennes, donc obligation d'être en net zéro en 2050. Ça veut dire obligation de changer de business model et changer de produit. Interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035 en Europe, par exemple. Donc, c'est une grosse transformation sectorielle. Et pour réussir cette transformation sectorielle, du coup, Renault a fait une transformation de sa structure et c'est divisé en 5 entités indépendantes pour être le plus spécialisé possible. Une entité expert électrique qui va regrouper et les ingénieurs et la production, les usines. Une entité spéciale service de mobilité au-delà, service de charge, service d'énergie renouvelable, tout ce qui est service. Et si j'en cite une troisième, par exemple, l'entité économie circulaire, The Future is Not All, qui va passer à l'échelle tout ce qu'on fait sur la recyclabilité, le recyclable, les matières recyclées. Alors, ça paraît peut-être facile comme pivot vu de l'extérieur. C'est absolument drastique comme changement. Ça soulève tout un tas de questions de comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui font partie de nos équipes et qui travaillaient dans les sites à produire les véhicules qui étaient produits historiquement. Et donc, au plus haut niveau de Renault, il y a 2 personnes qui ont des équipes. Il y a Luca Di Meo qui a la direction opérationnelle de Renault. Et puis on a Monsieur Sénard qui préside le board et qui s'est dit il faut qu'on réussisse cette transition. Cette transformation. Cette transformation, tu as raison. Et il faut qu'on réussisse à le faire de manière juste. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire cette transformation de manière juste? Et donc, il a eu envie de créer un cercle de dialogue partie prenante pour faire ça. Alors, quel a été son choix et comment est-ce qu'il a opéré? Alors, Monsieur Sénard, c'est le père de la raison d'être de Renault. C'est un expert, c'est même un amoureux du dialogue partie prenante, on pourrait dire. Et du coup, il a demandé cette raison d'être et il fait en sorte qu'elle soit active. C'est-à-dire qu'en interne, il va voir tout le monde, il raconte l'histoire, il dit la raison d'être, c'est indispensable, je veux qu'elle soit active, comment vous procédez, comment on travaille tous ensemble là-dessus. Et à l'externe, il a dit pareil, moi je veux que le social et l'environnemental ils soient au cœur du business model, qu'ils soient au cœur de la performance. Donc je vais faire ce comité partie prenante niveau board, niveau dirigeant, inclus Monsieur Demeo, le CEO, pour s'assurer qu'on prenne bien en compte tous ces enjeux dans le business et dans la transformation. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette équipe de direction, finalement, elle n'est pas habituée à un exercice dans lequel elle est en confrontation bienveillante avec d'autres personnes qui ont un niveau d'alter-égalité avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas des fournisseurs, ce n'est pas des consultants, ce n'est pas des experts. C'est vraiment des gens avec qui peuvent avoir un niveau de dialogue qui est finalement assez rare aujourd'hui. Alors, justement, quand on parle de composition du comité, donc on avait un nombre limité de personnes qui pouvaient être choisies. Qu'est-ce qui a été finalement retenu? On a un petit schéma qui illustre ça. Voilà. Comment vous avez choisi les profils et qu'est-ce qui était important pour vous en termes de profil pour ce comité? Ouais, genre, je ne vais pas me retourner, je vais rester face à vous. Normalement, voilà, vous pouvez regarder en même temps que je parle. Donc, ce qu'on a fait, c'était niveau dirigeant. Toutes les parties prenantes
pas forcément directs et même indirects, pour avoir de la diversité, pour avoir de la richesse. Le parti pris aussi de M. Sénard, c'est qu'il y ait soit une instance de consultation, mais aussi de proposition, parce qu'il voulait que ça nourrisse le conseil d'administration, pour lequel il est le président. Donc, il voulait ce niveau-là, et des gens qui n'aient pas peur de le faire, en fait, face aux dirigeants de l'entreprise. Et puis, évidemment, de l'intelligence collective. C'est pour ça que c'est très riche et très varié, pour nourrir le débat, et puis que les expériences croisées permettent à chacun d'apprendre. Il avait aussi de l'ambition, je rajouterai juste ce point-là, d'avoir de l'impact. Tu as dit ce mot-là tout à l'heure, et c'était vraiment l'idée, en prenant ce haut niveau. Soit impact soft, je plante des graines chez moi, avec tous les gens qui participent de l'interne à ce comité, et chez les autres, des petites graines qui vont pousser lentement, soit du plus punchy, et que des dirigeants même niveau puissent challenger les membres du board et les membres du conseil qui sont là, et qui se retrouvent avec des gens qui ne regardent pas la chose pareille. Donc c'était assez rigolo de les voir se faire challenger à ce niveau-là. C'est à la fois des experts qui connaissent bien le secteur et des gens qui ont un regard naïf, des pairs. Donc moi, si j'étais à votre place en tant que dirigeant, je me poserais telle question, et avec une vraie volonté de s'autoriser à poser des questions qui fâchent et à faire des propositions. On va voir que une des clés de la réussite de ce projet, ça a été de bien choisir les personnes, mais aussi de choisir comment on allait travailler avec eux. Et donc, la proposition qui avait été faite, c'était de justement pas tomber dans la consultation one-shot, où j'ai une consultation, puis après on se revoit jamais. C'était de laisser le temps à ce cercle de personnes d'apprendre à se connaître, à se reconnaître mutuellement, entre internes et externes, entre externes même entre eux, et de créer de l'appétence, que les personnes de l'interne qui viennent à ces réunions se disent « je vais en tirer quelque chose, je suis juste pas là pour présenter ce que je fais et pour plus ou moins récupérer des feedbacks, non, je viens avec des questions auxquelles parfois je n'ai pas répondu encore ». Et donc on a mis en place un dispositif sur 18 mois. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant peut-être à avoir en tête. Donc 18 mois pour permettre de créer le cercle la première fois, puis d'aller à chaque fois découvrir des facettes de ce que Renault était en train de mettre en place. La nouvelle organisation dont Dominique parle, elle a eu lieu en même temps que nous cheminions dans ces 18 mois, pour être capable, toujours avec une question qui est comment je fais une transformation, une transition juste, comment j'arrive à me transformer en étant responsable et équilibré, et pour aboutir, non pas à la fin de la première réunion, on en aurait été bien incapable, mais à la fin de ces 18 mois, avec des recommandations, des propositions qui soient pertinentes, qui soient vraiment réfléchies et qui percutent, qui fassent sens. Voilà. Et c'est en ça que je pense que M. Sénard a eu le souhait de les partager en interne. Qu'est-ce que toi, Dominique, tu peux nous dire sur justement ce cheminement comment vous l'avez vécu, vous, de l'interne ? C'est ce que tu disais, c'est du temps long, la raison d'être, donc il fallait prendre ce temps. C'est du temps long aussi de se connaître, c'est du temps long de bien préparer. Vous voyez la variété des lieux, la variété des sujets, c'est compliqué à organiser. Il faut préparer bien ce contenu. Et puis le temps long, ça permet aussi des gens de se sentir légitimes, d'apprendre au fur et à mesure et de se dire je peux intervenir. Et donc, comme il y avait une volonté que ces réunions soient vraiment des réunions de co-construction, qu'est-ce qui a été fait pour permettre ça ? Qu'on n'arrive pas le jour J de manière un peu beaucoup de travail. Touristique, ouais. Beaucoup de travail. On a beaucoup de travail en amont, peut-être en 4 phases. Ouais. Déjà la préparation, beaucoup de temps de préparation, c'est pour ça que c'est long aussi. Préparer les sujets, se faire un peu de ping-pong sur ce qui a de la valeur et ce qui va intéresser le groupe global. Préparer les intervenants internes au dialogue, à la confrontation ou bienveillante, et préparer l'externe à la montée en compétences. Il y a aussi l'imprégnation. Vous voyez, on va sur les sites, on change de sujet à chaque fois. C'est du temps aussi, c'est loin, il faut organiser tout ça.
Mais à chaque fois, ils étaient contents. C'est hyper important d'aller voir les gens, d'être sur le terrain et de rencontrer les locaux qui savent de quoi ils parlent. L'animation, cher animateur préféré, ça c'est hyper important. On ne peut pas le faire tout seul. Le tiers de confiance, il permet de rebondir, il permet de faire les liens, il permet d'amener des exemples qui vont servir pour enrichir, nourrir le débat et que ça devienne vraiment dense, le contenu. Et puis la fin, c'était la consolidation. Parce que qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière? C'est énormément de matière, séance après séance, et il fallait bien travailler ensemble pour faire une synthèse utile, efficace, dense et claire, parce qu'on est vite enfermé dans notre jargon. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut du temps. Alors, peut-être, avant de terminer sur ce premier exemple, ton retour, on a dit, est-ce qu'on a eu de l'impact? Est-ce que ça a changé quelque chose? Qu'est-ce que ça a apporté comme bénéfice? Donc ce premier cycle, il s'est arrêté il y a quelques mois. Comment toi, tu as pu voir chez Renault ou à l'extérieur de Renault un changement, un bénéfice de ce travail de dialogue au niveau corporate et qui implique les dirigeants? On a des résultats visibles, tangibles. On a une synthèse, des propositions du comité de la raison d'être au conseil d'administration, et le conseil d'administration qui reprend certaines mesures à son compte, qui va demander des comptes. On a des décisions. On a décidé de maintenir la raison d'être une, même si le groupe devient 5, et tout le monde va nourrir cette raison d'être, ces racines-là qui vont donner de la profondeur et de la tenue au groupe, même s'il s'est découpé. Et puis, on a des choses plus sensibles, plus humaines. La preuve est qu'on a fini notre cycle et que 11 des 12 membres veulent continuer. Et on va renouveler le cycle. La preuve que le partage, même si c'était nous les demandeurs, ils trouvent leur compte. Et la richesse, elle est des deux côtés. Elle nourrit tout le monde. Et puis, en interne, les chefs de projet, les gens qui sont venus voir, ils ont appris ce qu'était le dialogue partie prenante, la bienveillance. Écouter les gens, on n'est pas là pour les juger, mais pour leur amener des solutions. Et puis ils repartent avec un peu de boulot. Quand le conseil d'administration dit c'était une bonne idée, je veux avoir le suivi. Et ils ne sont pas mécontents de travailler sur la stratégie plutôt que sur les urgences courantes. Donc développement du dialogue interne, autant bénéfique en interne qu'en externe. Et donc on va recommencer pour un cycle. Ouais. C'est reparti. Et donc, équipe de direction, mais aussi N-1 équipe de direction. Alors, merci beaucoup, Dominique. On va passer tout de suite au deuxième retour d'expérience. Je vais passer le micro à Diane. Merci, Olivier. Ouais. Donc, nous, on va essayer d'approfondir un autre exemple qui est celui du dialogue partie prenante externe. Je vais m'asseoir. Et donc, l'idée, c'est d'inviter la société civile à venir dialoguer avec un acteur privé. Donc, si on revient un petit peu sur l'histoire de manière très schématique, les liens entre les acteurs privés et la société civile pouvait être le résultat de controverses, et c'était plutôt des échanges en bilatéral, c'est-à-dire peut-être 2 monologues qui avaient lieu de manière concomitante et qui ne faisaient pas un vrai dialogue, et donc qui n'étaient pas constructives et qui arrivaient un peu tard. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, les entreprises, quelques entreprises en tout cas, veulent jouer la transparence, veulent éclairer les sujets complexes, veulent ouvrir leurs portes et montrer ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Et l'idée, c'est bien de s'enrichir, en fait, que les entreprises, les acteurs privés puissent s'enrichir des parties prenantes externes, donc société civile, dans laquelle on met les associations, les ONG, les experts, les scientifiques, qui ont une autre vision, qui ont une autre approche. Et voilà, l'idée, c'est d'ouvrir ces portes et d'apprendre de la société civile. On va... On va revenir sur un exemple, donc le dialogue partie prenante qu'a organisé Agro-Mousquetaire sur 2 de ses filières, la filière blé et la filière vin, dans laquelle plusieurs associations experts étaient conviées
dont l'association Noé. On va commencer par vous présenter, peut-être d'abord Mathilde. Oui, bonjour à tous. Donc rapidement pour resituer Agro Mousquetaires. Donc Agro Mousquetaires est une des entités qui compose la société Les Mousquetaires, au même titre que par exemple ITM Alimentaire qui représente les points de vente Intermarché, ITM Équipement de la maison, donc ça va plutôt être les bricomarchés, etc. Donc voilà, Agro Mousquetaires est une de ces entités-là, pardon. Et si on présente un peu plus précisément le groupe, il y a une autre slide, je pense. Voilà. On est 56 unités de production réparties sur l'ensemble du territoire français, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4 milliards d'euros. On est le premier fabricant de MDD. Donc là, en fait, c'est un peu la raison d'être d'Agro Mousquetaires, c'est de garantir l'indépendance d'approvisionnement des points de vente Intermarché. On représente 11 000 collaborateurs et on est engagé avec 15 000 agriculteurs partenaires. Donc on a du fait du maillage territorial de nos unités de production et nos relations avec le monde agricole, on a de fortes relations avec les acteurs du terrain. Et donc c'est là que le dialogue avec les parties prenantes prend vraiment tout son sens. Je te laisse la parole, Pauline. Bonjour à tous. Moi, je travaille au sein de l'association Noé, qui est une ONG qui a une vingtaine d'années. Sa mission, c'est d'agir pour la sauvegarde et la préservation de la biodiversité, avec des activités à la fois en France et à l'international qui sont assez variées, puisqu'on fait de la sensibilisation, on diffuse des bonnes pratiques au jardin et dans les espaces verts, on fait du plaidoyer auprès des acteurs publics et on gère même des aires protégées en Afrique. Et moi, je pilote la mission biodiversité agricole, donc il y a un périmètre plutôt français, voire un peu européen selon nos partenaires, et qui agit pour engager davantage les filières agroalimentaires dans la transition agroécologique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Agro Mousquetaires. Du coup, on attaque le sujet du dialogue parties prenantes. Peut-être commencer par Mathilde pour nous réexpliquer en quelques mots le sujet de ce dialogue, les objectifs, et puis pourquoi, c'est ça, Agro Mousquetaires a souhaité questionner des parties prenantes externes sur ces filières et ces engagements. Oui, alors Agro Mousquetaires, dans cette démarche-là, avait deux ambitions sur les deux filières citées. La première, c'était de réduire les impacts environnementaux de nos produits fabriqués dans nos usines. Et la seconde, c'était de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens, de faire vraiment une réponse aux attentes sociétales. Les sujets qui sont évoqués chez nous sont les filières vin et blé. On a aussi des comités qui existent sur tous les sujets liés à la bientraitance animale avec nos filières animales, et également un comité pêche durable qui existe en parallèle. Et en ce qui concerne le choix des acteurs, donc alors c'est vrai qu'on a une proximité avec nos acteurs, on va dire commerciaux, qu'on connaissait bien. Par contre, on s'est rapidement aperçu que il y avait plein d'autres acteurs, plein d'autres parties prenantes autour que on connaissait pas bien. Et donc c'est là où il a été très intéressant de faire appel à quelqu'un qui a pu nous aider vraiment à cerner l'ensemble des parties prenantes qu'il fallait impliquer dans le dialogue. Et donc, au final, dans les acteurs concernés, donc on a bien sûr nos partenaires commerciaux, on a des associations de protection de l'environnement, des centres de recherche, et puis des associations qui représentent les consommateurs également. Peut-être Pauline, du coup, nous dire pourquoi vous avez accepté de participer à ce dialogue. Est-ce que vous en avez retenu ? Alors peut-être pour refaire l'historique, on a commencé à échanger avec Agro Mousquetaires en 2017. C'était à l'époque où Noé menait un travail de co-construction pour élaborer des recommandations à destination des entreprises agroalimentaires sur quels seraient leurs moyens et les missions qu'elles avaient à mettre en œuvre pour participer à la transition agroécologique. Et à l'époque, Agro Mousquetaires faisait partie des entreprises qu'on avait repérées comme ayant des retours d'expérience à partager et sur lesquels on a pu capitaliser. Donc c'est là qu'on a appris à se connaître. Donc suite à un travail d'à peu près 1 an ensemble avec des ateliers, etc., Agro Mousquetaires nous a proposé de rentrer dans le comité partie prenante. Et dans l'autre sens, Noé a mis en place un club qui s'appelle le Club Agatha pour agroalimentaire et transition agroécologique, dans lequel est rentré Agro Mousquetaires, qui aussi participe à nos travaux
notamment sur les indicateurs de biodiversité pour les acteurs agroalimentaires. Et donc, voilà, c'était tout naturel qu'on rentre dans ce comité-là. Ce qui nous intéresse dans ce type d'échange, qu'on a aussi avec d'autres industriels, avec des interprofessions, avec des fédérations, c'est vraiment de pouvoir suivre dans le temps la démarche de progrès qui est mise en place, de participer à la réflexion, de pouvoir influencer des décisions stratégiques, de connaître les difficultés rencontrées, pouvoir avoir des propositions, faire monter en compétences sur les sujets qui nous intéressent, notamment la biodiversité, les personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Et voilà globalement ce qu'on attend de ce dialogue-là. Merci. Et peut-être, du coup, Mathilde, revenir, comme ce qui a été fait précédemment avec Renaud, sur les partis pris qui ont été choisis pour ce dialogue et détailler un petit peu les étapes. Alors, en ce qui concerne les partis pris, donc, la première chose, alors, contrairement à ce qui a été fait chez Renaud, c'est que nous, on est vraiment partis dans une réflexion par filière et pas quelque chose au niveau du groupe. Et après, en fait, il a fallu on va dire, se conditionner, je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais en tout cas, préparer nos équipes en interne, donc un petit peu de la même manière que vous, à vraiment se dire, voilà, c'est une instance de débat, toutes les questions sont ouvertes, on va remettre en cause des choix qui ont pu être faits aussi chez nous auparavant. Donc voilà, il faut être prêt à ce que ce soit une vraie instance de concertation et il faut toujours avoir en tête que le but, c'est d'aller vers une démarche d'amélioration continue avec des vraies voies de progrès. Ça ne va pas être quelque chose qu'on va faire une seule fois, comme ce qui avait été dit tout à l'heure. On fait quelque chose une seule fois et puis on a des résultats tout de suite. Non, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans le temps. Donc là, faut déjà être prêt à ça. Après, dans les autres petites choses, avec le recul, alors au départ, on s'était dit on va faire une réunion tous les ans. Finalement, c'est vite aperçu qu'en fonction des filières, c'était pas quelque chose qui avait du sens parce que c'était pas forcément adapté au pas de temps des organisations, des essais qui étaient mis en place. Et puis, l'autre chose, c'est l'importance d'avoir un tiers de confiance pour objectiver un peu les différentes discussions qu'on peut avoir autour de la table et aussi pour préparer vraiment les réunions. En fait, avant, il y a la réunion avec toutes les parties prenantes, mais en amont, il y a tout ce que vous avez dit, tout ce travail préparatoire qui permet à chaque partie prenante de bien exprimer ses objectifs. Merci. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne du coup sur la co-construction, c'est-à-dire comment vous avez vécu ça. Peut-être, Mathilde, si tu peux continuer sur ce sujet-là. Et comment ça a été vécu en interne avec vos équipes. Parce que c'est des gens aussi que ça peut impressionner de devoir venir discuter avec des acteurs qui ne connaissent pas, il y a parfois des préjugés qui existent ou des craintes. Donc, donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais après, il y a aussi toute la partie déroulée d'un comité. En fait, on avait quelque chose d'assez structuré où déjà, on reparlait des ambitions, des engagements qu'on avait pris, donc d'un comité à l'autre. On refait le point sur ce qu'on s'était engagé à faire. Et ensuite, le fait de décliner tous les travaux en cours, ça permet aussi de mettre à l'aise les différents acteurs autour de la table, justement aussi en interne, de dire depuis la dernière fois, on a travaillé sur tel sujet, on a enclenché telle piste d'action, on a eu tel résultat. Par contre, on a tel et tel frein, on ne sait pas comment les lever. Il y a toute cette démarche structurée qui permet justement aux équipes en interne de prendre confiance aussi. Et donc, il y a nos équipes internes et il y a aussi tous nos partenaires avec qui on travaille, nos partenaires commerciaux, notamment l'amont agricole. En fait, ça permet de vraiment enrichir les démarches de chacun. Et chacun repart après dans ses structures avec des pistes d'action ou en tout cas des lueurs de choses à parcourir pour la suite. Et si je pose la même question à Pauline, cette co-construction, et qu'est-ce que vous en avez retiré en tant qu'association de protection de la biodiversité ? C'est vrai que le travail de préparation, on le sent entre chaque réunion. On a des éléments très précis qui nous sont présentés, chiffrés, la réflexion et les choix qui sont justifiés, analysés. Et vraiment, c'est un apport d'informations, nous,
très important pour pouvoir faire nos propositions qui ne vont pas être des grandes généralités, mais qu'on va essayer d'adapter et de creuser en fonction peut-être du manque d'ambition qu'on peut voir, ça peut arriver, ou alors des difficultés rencontrées, ou au contraire dire que là, on est plutôt bien parti. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait qu'il y ait vos fournisseurs de l'amont agricole, c'est aussi très important parce qu'on sait très bien que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans un bassin de production ne sont pas les mêmes qu'un autre. Donc ça permet aussi de vraiment sentir et adapter le discours aussi à chaque spécificité de territoire, etc. Et donc peut-être pour continuer avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a et pour reprendre l'exemple, il y a le premier cycle de co-construction au départ sur une stratégie, un plan d'action, mais c'est encore d'autant plus intéressant si on peut poursuivre la discussion et être là quand le plan d'action est mis en œuvre, qu'on voit si ça fonctionne ou pas, quels sont les résultats. Et c'est de ces expériences-là qu'on garde plus une trace aussi et qu'on a l'impression, nous, d'avoir fait quelque chose d'intéressant pour la biodiversité ou d'autres sujets environnementaux. Et peut-être pour terminer, la même question qu'Olivier a posée à Renaud, c'est l'impact. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, du côté d'Agromousquetaires, qu'est-ce qui a changé et pareil, du côté de Noé, est-ce que vous avez vu que ce dialogue et ces échanges ont eu un impact en termes de modification de pratiques Alors oui, en ce qui concerne l'impact, on a des choses très concrètes. On a mis en place une filière blé CRC-HVE, donc qui sont vraiment nées en fait des différentes discussions et des échanges qu'on a pu avoir dans les comités parties prenantes. On a aussi déployé un plan de progrès pour réduire l'usage des pesticides avec nos fournisseurs agricoles. On a déclenché aussi des travaux sur la biodiversité en partenariat avec Noé pour essayer de mesurer un peu plus précisément certains indicateurs biodiversité dans les parcelles de nos fournisseurs. On a aussi mis en place des actions de cofinancement auprès de certains de nos fournisseurs agricoles pour tester différentes techniques, pour investir dans certains types de matériel aussi, toujours dans une optique de réduire l'impact environnemental des pratiques agricoles sur les produits qu'on fabrique. Voilà, c'est quelques exemples, quelques illustrations assez concrètes des résultats. Ouais, et peut-être pour rebondir, c'est vrai que le plan pesticides, c'est quelque chose qui pour nous est plutôt intéressant. En fait, on a fait une petite analyse de certaines stratégies qui avaient été mises en place sur la réduction de pesticides et des plans de progrès avec des listes de molécules à supprimer. Et celle d'Agromousquetaires, c'est une des rares qui a intégré un volet environnemental et écotoxicologique et qui dépasse la question de l'impact sur la santé. Donc, c'est notamment grâce aux parties prenantes qui étaient là autour de la table au moment de la réflexion. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis aussi, qui est né de ce dialogue-là et aussi de la participation d'Agromousquetaires, il y a ce projet sur la biodiversité où on a dans tous les bassins de production de ces deux filières des suivis de biodiversité qui sont mis en place. C'est un réel support de sensibilisation et de montée en compétences des agriculteurs concernés, des conseillers sur l'inclusion de la biodiversité dans le pilotage des exploitations. Et c'est un sujet qui est partagé aujourd'hui aussi, dont les résultats sont partagés au comité parties prenantes avec les autres personnes autour de la table. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, on va essayer dans le temps qui nous reste de dresser. Alors, on se rend compte avec Diane que c'est toujours difficile de vous faire toucher du doigt la profondeur et la richesse de ces retours d'expérience. Donc, on s'est dit, on va essayer de mettre à l'écran quelques éléments qui pourraient finalement être des clés de succès. On en a identifié 6 et on va faire le tandem avec Diane et on va essayer de faire ça de manière rapide et dynamique. Il est possible qu'à la fin de ce partage, on soit quasiment au bout du temps qui nous était accordé. Et donc, si c'est le cas, vous pourrez clairement venir nous voir sur le stand pour qu'on puisse continuer à échanger sur le sujet. Alors, première clé, le choix du périmètre de dialogue et des interlocuteurs. C'est important de savoir de quoi on va parler. On ne parle pas de DD ou de RSE dans l'absolu. Ça, c'est has-been. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Deuxièmement, il faut savoir comment est-ce qu'on va travailler.
Est-ce qu'on est sur un enjeu précis? Est-ce qu'on a une logique de spirale, c'est-à-dire qu'on se donne le temps de construire d'une réunion à l'autre? C'est l'exemple de Renault. Il faut qu'on identifie et qu'on approche les interlocuteurs pertinents. Ça veut dire quel est le niveau de maîtrise du sujet qu'on veut qu'ils aient et aussi quelle est la posture. Est-ce qu'on arrivera à les amener à une posture de dialogue, de bienveillance, tout en étant exigeant? On a vu que dans les 2 exemples qu'on a cités, c'était le cas. Il y a une notion d'inclusivité aussi. Est-ce qu'on a la bonne représentation de notre écosystème de parties prenantes? Et puis, on va vers moins de gens qui sont issus du sérail et plus de gens qui ont un regard un peu décalé. Donc, si on prend que des gens avec qui on travaille tout le temps, on a moins de capacité à innover. Donc, c'est aussi le regard neuf ou le regard d'un autre dirigeant qui n'est pas dans notre métier, ça peut être utile. Donc, première clé, choix du périmètre et des interlocuteurs. Deuxièmement, la préparation, tout le monde l'a dit, c'est hyper important. Pour être efficace, quand on n'a qu'une demi-journée ou une journée, il faut bosser à mort avant. Il faut faire des pré-reads, il faut donner aux parties prenantes externes des clés pour comprendre de quoi on parle. Idéalement, il faut même aussi aller faire de l'acculturation, de l'imprégnation, comme Dominique l'a expliqué. Donc, on doit monter les parties prenantes externes pour qu'elles aient un avis qui ne soit pas quelque chose de complètement décalé, sinon ce n'est pas utile pour les gens de l'interne. Les visites terrain, c'est très important. En tout cas, chez Renault, on y passait une journée complète. Tout le monde a dit, on reveut ça. Personne ne nous a dit, ah non, c'est trop long, on veut moins. Non, ils veulent tous un vrai truc qui prend du temps parce que c'est la vraie manière de faire du bon boulot. Ils préfèrent y passer une journée complète. Et puis, il peut y avoir des apports d'experts en séance parce que ça aide tout le monde à réfléchir et à se poser des questions ensemble. Ensuite, il est important dans la préparation de préparer les gens de l'interne à l'exercice de dialogue. Le réflexe quand quelqu'un attaque une entreprise d'un collaborateur, c'est de défendre sa boîte. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut écouter la question. Et donc, on doit dépluguer des mauvais réflexes et que les gens comprennent à la fin, et ils l'ont compris dans les 2 exemples, en quoi c'était très vertueux d'avoir ce dialogue et pas de faire comme on fait d'habitude. Des codires, mais aussi des managers, souvent N-1 ou N-2 impliqués. Et puis, c'est vraiment travailler sur l'ingénierie pédagogique. Quand j'ai que quelques heures pour faire travailler les gens et qu'on veut produire de la matière, eh ben, il faut outiller, il faut préparer, il faut que ce soit fluide, il faut que ça aille vite. Il ne faut pas qu'on perde de temps pour vraiment se centrer sur le fait de créer des échanges qui soient productifs. Voilà les 2 premières. Je te passe, Diane, le micro pour les 2 suivantes. Oups. Vas-y, reviens sur le 3. Pardon, on appuie en même temps. Vas-y. Tac. Voilà, je touche plus, je te laisse faire. Le 3e point qu'on a identifié, c'est donc le cadre de confiance qui soit clair et explicite. C'est ce cadre qui va permettre en fait à ce que toutes les parties prenantes se sentent en confiance, puissent s'exprimer et donner leurs avis. Donc il y a 3 points. D'abord, partager l'intention et les attendus, c'est-à-dire est-ce qu'on est par exemple dans une mise en conformité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise réunit des parties prenantes parce que la législation évolue, qu'il faut qu'elle change ses pratiques, ou est-ce qu'on est dans une démarche volontaire et du coup l'entreprise sera plutôt avant-gardiste et à l'écoute des signaux faibles dont on parlait tout à l'heure avec les ONG et des attentes sociétales. Quelle capacité à challenger l'existant, ça veut dire est-ce que le dialogue et les réunions qui sont organisées sont juste une présentation des engagements ou est-ce que l'objectif c'est de les questionner, faire des ajustements, proposer des améliorations. Il y a aussi évidemment les livrables attendus et l'usage de ces livrables, puisque si on décide de communiquer sur ce qui se passe, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut afficher. Est-ce que c'est une publication interne? Est-ce que ça va être tourné vers l'externe? Donc tout ça doit être très cadré en amont. Clarifier les étapes et leurs objectifs, ça c'est une question de calendrier, c'est-à-dire il faut que toutes les parties prenantes soient capables de savoir dans quoi elles s'engagent, quel est le temps qui va être nécessaire. En fait, il faut faire attention de ne pas engager des parties prenantes qui débutent un processus et qui après s'arrêtent. En fait, il y a une grande déperdition du coup d'informations, d'énergie et on perd en efficacité et en pertinence. Et enfin, c'est acter les règles du jeu, évidemment. Une concertation, c'est pas une négociation. Donc, quand on se concerte, on dialogue, on échange des points de vue, on s'apprend des choses, mais on n'est pas là pour négocier.
La confidentialité essentielle, c'est-à-dire ce qui se passe au sein des réunions reste dans les réunions. On n'est pas là pour dire qui dit quoi et qui fait quoi. Mais ce qui n'empêche pas, nous en tout cas c'est important avec la société civile avec laquelle on travaille beaucoup, ce qui n'empêche pas une liberté d'action en dehors du dialogue, c'est-à-dire que chacune des parties continue à travailler sur ces sujets, à faire ses plaidoyers et à engager ses campagnes. Voilà, on n'est pas là pour museler après derrière les associations. Le quatrième point, c'est évidemment ce qu'on a dit tout au long, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est l'animation et le rôle du tiers de confiance. Donc là, vraiment, le rôle de nos cabinets respectifs des enjeux des hommes et transition. Donc évidemment, maîtriser le sujet, ça nous permet de comprendre les attentes des parties prenantes, ça nous permet de rebondir, ça nous permet de reformuler les questions pour éviter les incompréhensions. C'est-à-dire si on ne maîtrise pas le sujet, on ne peut pas être un bon animateur. On a l'animation et la régulation donc tout au long du processus et faire ça à chaud aussi, en temps réel. On a évidemment la neutralité, être impartial, ce qui va permettre à tout le monde de s'exprimer et d'être sûr que son point de vue sera entendu. Donc très très important, même si on est mandaté par une des parties en fait pour mener à bien ce dialogue, cette neutralité, cette impartialité, nous c'est quelque chose sur lequel on ne va pas transiger. Ouvert au retour, évidemment, tout au long du processus pour pouvoir nous changer potentiellement notre posture ou modifier certaines choses dans les réunions parce que voilà, ça ne convient pas à certaines parties. Et puis le dernier point, c'est évidemment le point conseil, c'est-à-dire que nous, avec tous ces éléments qu'on maîtrise, à la fin, on est capable, en fait, à la fin d'un dialogue, on est capable de proposer à l'acteur des suites, voilà, qui peuvent être imaginées et des engagements à modifier ou à valoriser. Voilà. Super. Cinquième point, le centrage sur l'impact. En fait, ce qu'on veut, c'est dialoguer, mais on veut surtout qu'il se passe des choses en aval dans la suite de nos réunions. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'équipe de direction prenne des décisions, que les équipes métiers prennent ces décisions pour les transformer en action, en évolution. C'est revenir vers les parties prenantes et partager avec la gouvernance, c'est-à-dire la direction RSE, bien sûr, mais le CODIR, le board, voire même les actionnaires. Est-ce qu'on peut aller partager le fruit de ce dialogue et les recommandations qui ont été faites avec les actionnaires? En tout cas, c'est le choix de M. Sénard, par exemple, avec l'Assemblée des actionnaires de Renault. Et puis, essayer très tôt d'identifier des indicateurs de transformation. Qu'est-ce qui fera que si on a bien fait notre boulot, dans 12 ou 18 mois, on aura changé des choses? Et est-ce qu'on est capable de déjà mettre des indicateurs là-dessus? Et puis, le dernier sujet, on l'a évoqué souvent, c'est le long terme. On se rend compte qu'en fait, ce dialogue partie prenante, pour qu'il soit efficace, il s'apprend. Et donc, il y a un bénéfice à une relation qui évolue dans le temps. Il y a un apprivoisement mutuel de l'interne avec l'externe, des externes entre eux. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que plus ça va et plus on passe de la co-construction, où on se met d'accord sur ce qui est important, au co-engagement, qui est le fait de s'allier pour résoudre les problèmes et pour agir. Et donc, ça permet, et c'est un très bon exemple, celui de Noé d'Agro Mousquetaire, voilà, de se dire l'entité, l'ONG, l'organisation avec qui j'ai dialogué, et aussi un partenaire avec qui je peux mettre en place des solutions concrètes à l'issue du dialogue. Voilà donc 6 clés de ce dialogue innovant qui a pour objectif de vraiment aider l'entreprise à se transformer, à la fois au niveau corporate et puis dans la manière dont on peut dialoguer avec la société civile. On espère que ça vous a éclairé. Merci beaucoup à nos témoins.